Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 mars 2026 et notre cher ami, notre frère Laith Marouf, est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Ravi d'être avec toi, Nima. Laith, commençons par le conflit. La guerre au Liban. Nous avons appris que les Israéliens avancent vers le fleuve Litani. Ils disent que la nouvelle frontière d'Israël est le fleuve Litani et qu'ils veulent créer une zone tampon, une zone de sécurité. C'est de cela qu'ils parlent. Alors que se passe-t-il? Quelle est la situation actuelle au Liban? Je parle essentiellement du Hezbollah et d'Israël. Eh bien, évidemment, les Israéliens ont beaucoup de fantasmes. L'un de ces fantasmes, bien sûr, est qu'ils sont le peuple élu. Un autre est qu'ils ont le droit de procéder à un nettoyage ethnique et de s'approprier les terres de quiconque. Ces fantasmes ne correspondent pas vraiment à la réalité sur le terrain. Les sionistes, pour l'instant, depuis près de 23 jours dans le sud du Liban, tentent d'entrer et d'atteindre le Litani. Ils continuent d'annoncer leurs opérations comme si elles étaient nouvelles, alors qu'en réalité, ils n'ont pas réussi à tenir un seul village dans le sud du Liban. Voyez-vous, toute la bande, le long de la frontière, de l'extrême est à l'extrême ouest du sud du Liban, a été détruite pendant la guerre de 66 jours et la période dite de cessez-le-feu, lorsque les Israéliens ont démoli tous les bâtiments qui s'y trouvaient. Et bien qu'ils aient fait cela, brûlant toute la couverture naturelle, les forêts autour de ces villages, ils ne parviennent toujours pas à tenir le terrain ni à avancer. Il y a une région dans la partie orientale du Sud-Liban où la vallée de Houla s'étend vers le nord depuis la Palestine, et la frontière y est à seulement 6 ou 7 kilomètres du fleuve Litani. C'est le point le plus étroit où le Litani est le plus proche de la Palestine. Jusqu'à aujourd'hui, les sionistes n'ont pas réussi à atteindre cette partie du fleuve. C'est dans la région de Khayyam et de Kfar Kila. Et jusqu'à présent, ils ont perdu 32 chars dans les combats là-bas. Dans cette région, la partie centrale de la frontière, ainsi que dans la région occidentale, où ils ont lancé des opérations ces derniers jours. À l'instant, les forces sionistes en progression dans le sud du Liban tentent d'éviter les villages et elles subissent un bombardement intense de missiles Katyusha, d'autres roquettes, de missiles guidés et de vagues de drones. Il y a environ 1 heure, ou même moins que cela, peut-être 20 minutes avant notre passage à l'antenne, leurs forces en avance ont été attaquées. À présent, des hélicoptères tentent de les évacuer. Cela se passe dans la région centrale de la frontière. Ils perdent également davantage de soldats en ce moment même, alors qu'ils essayent de récupérer leurs morts et leurs blessés. Cela s'est produit à plusieurs reprises. La ligne de rassemblement des forces israéliennes dans le nord de la Palestine occupée a également été soumise à un feu intense et il signale environ 60 victimes. Des opérations par jour, c'est énorme. Et à cela s'ajoute le fait que les forces armées iraniennes ont tiré des vagues de missiles balistiques au cours des dernières 48 heures sur les mêmes points de rassemblement des forces israéliennes dans le nord de la Palestine, leur infligeant ainsi de lourdes pertes. De plus, il y a seulement 10 minutes, le Hezbollah a annoncé avoir attaqué la base de Miron, qui constitue le principal centre de commandement et de contrôle des forces aériennes israéliennes dans le nord de la Palestine. Cela s'ajoute à la destruction de la grande majorité des radars et des installations de communication dans le nord de la Palestine au cours des 2 derniers jours. Laith, comment vois-tu la possibilité qu'Israël déploie beaucoup de forces au sol pour envahir le Liban par le sud et avancer davantage? Et dans quelle mesure le Hezbollah est-il préparé à cela?
Vous savez, la dernière vague de missiles iraniens, annoncée avant notre passage à l'antenne, a été dirigée contre les forces israéliennes rassemblées à la frontière du Liban, ainsi qu'autour de l'enclave de Gaza. C'est un développement majeur. Cela montre qu'en ce moment, l'Iran exerce un contrôle total sur l'espace aérien de la colonie sioniste et qu'il a la capacité d'infliger de lourdes pertes à ses forces terrestres. Maintenant que les systèmes iraniens ont détruit et aveuglé les forces sionistes, par la destruction de la plupart de leurs radars, annoncés il y a environ une demi-heure, les forces iraniennes ont également déclaré avoir détruit les installations radars dans les deux principales bases d'occupation américaines situées en Jordanie, ainsi que dans le sud de la Palestine. En ce moment, les Américains n'ont aucun contrôle, et les sionistes non plus, aucun contrôle sur l'espace aérien de la colonie, et ils se font pilonner au-delà des seuls objectifs stratégiques que l'Iran veut détruire. Les forces terrestres de la colonie sioniste sont également visées. Il y a d'énormes pénuries de pièces en Israël. Rappelez-vous, les chars israéliens, les Merkava, ne sont pas vraiment fabriqués en Israël. Pratiquement tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un Merkava est produit ailleurs, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Seuls les revêtements métalliques et autres éléments similaires sont fabriqués dans la colonie sioniste. C'est comme une chaîne de montage. Et comme nous l'avons vu hier, il y avait une cargaison de métaux et d'autres matériaux à destination de la colonie sioniste. Et aucun État européen méditerranéen n'a autorisé son accostage, car ils y voient un soutien aux efforts des sionistes pour produire ces chars, alors qu'ils en manquent cruellement. Nous avons entendu dire que l'Égypte autorise ce navire à accoster sur sa route vers la colonie sioniste. Je ne sais pas ce qu'il va en advenir. C'est une autre histoire. Je ne sais pas, avec la pression qui s'accumule sur le gouvernement égyptien, ce qu'il fera. Continuera-t-il à autoriser l'accostage? En fin de compte, les Israéliens manquent de défense aérienne. Ils manquent de missiles. En fait, ils ont largué des missiles qui étaient destinés à être utilisés contre l'Égypte après la guerre de 1973. Ce sont des missiles qui sont des ratés, comme ceux âgés de 50 ans qui n'ont aucun système de guidage. Leur taux d'échec à l'explosion ou à la détonation est d'environ 30%. Beaucoup des missiles qui tombent actuellement sur le Liban et l'Iran n'explosent même pas. Cela montre à quel point la situation est désespérée pour la chaîne d'approvisionnement des sionistes, que ce soit pour leur défense aérienne ou leurs missiles. Et enfin, il ne faut pas sous-estimer la pression exercée sur les forces aériennes des Américains et des sionistes, qui mènent des raids aériens ininterrompus comme ceux que nous voyons. La plupart de ces avions devraient être hors service pendant au moins une journée. Mais avec ces longues rotations, cela signifie qu'au moins un tiers de leur force aérienne est désormais hors service pour une longue période. Ils vont rencontrer de sérieux problèmes pour maintenir ce rythme de raids aériens sur le Liban et l'Iran. Un rapport indique que l'un des responsables israéliens aurait suggéré d'acheter des îles grecques pour le peuple juif pendant la guerre. Il semble qu'il se trouve dans une situation où il est très difficile de supporter les conditions auxquelles ils font face actuellement. On dirait que tout va mal. Ils rencontrent beaucoup de problèmes en Israël. Le marché ne fonctionne pas, les gens vivent constamment dans des abris, et le gouvernement, tout, est sous pression. Ils sont frappés par des missiles iraniens d'un côté, et de l'autre, le Hezbollah les attaque. Alors, quelle est votre compréhension du calcul du côté israélien? Que savons-nous de ce qui se passe actuellement à l'intérieur d'Israël? Oui, je veux dire, il y a beaucoup de censure de l'information. Il y a deux raisons d'ailleurs
pour lesquels on ne voit pas beaucoup de vidéos provenant de la destruction dans la colonie sioniste. Évidemment, il y a la censure et les menaces d'emprisonnement. Mais l'autre raison, c'est que la plupart des villes israéliennes sont actuellement vides. Un grand nombre d'Israéliens sont partis non seulement en avion, mais aussi en bateau vers les îles grecques et Chypre. Mes amis qui vivent en Grèce me disent qu'ils n'ont jamais vu autant d'Israéliens dans leur ville depuis qu'ils y habitent. Bien sûr, la présence d'Israéliens à Chypre et en Grèce avait déjà augmenté depuis le 7 octobre 2023, mais maintenant, les rues en sont inondées. L'augmentation est si visible que les habitants de ces villes et des îles grecques ont l'impression de devenir minoritaires sur leur propre terre. Cela signifie que, vous savez, un énorme pourcentage des colons sont déjà partis vers ces endroits, voire vers l'ouest où ils sont moins visibles. Donc oui, c'est pour cela qu'on les voit prendre ces ferries. Certains de ces ferries sont même prévus pour les voitures, mais ils les remplissent et se battent pour monter à bord. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas beaucoup de vidéos provenant de l'intérieur. L'autre point à noter, c'est que le Hezbollah et l'Iran détruisent la base industrielle de la colonie sioniste, surtout au cours de la dernière semaine. Il y a seulement quelques heures, le Hezbollah a annoncé avoir frappé Kiryat, qui est la zone industrielle au nord de Haïfa. Et il y a à peine une demi-heure, l'Iran a annoncé avoir frappé Arad et les zones d'Emouna. Ce sont le cœur scientifique du programme nucléaire. Nous parlons donc de dizaines de milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de responsables de ces projets qui se retrouvent tous sans emploi et qui partent. Leurs maisons et leurs économies sont détruites, surtout parce que l'Iran utilise des missiles à sous-munitions qui tombent sur ces zones et détruisent un grand nombre de bâtiments. En plus, bien sûr, de la destruction des installations pétrolières et gazières sionistes. Oui, c'était Dimona. C'étaient les bureaux des scientifiques, et les Israéliens ont reconnu que 6 de leurs meilleurs scientifiques avaient été tués. Il y en a probablement davantage. S'ils frappaient leurs maisons, comme cela s'est produit à Arad et à Dimona, les Iraniens visaient les habitations de ces scientifiques, en représailles aux assassinats de scientifiques par les Israéliens. Il doit y avoir beaucoup plus de morts dans ces projets importants des sionistes. Laith, je pense que ce qui se passe, combiné à ce qui se déroule en Irak, est important, car les États-Unis ont passé 20 ans à coopérer avec l'armée irakienne. En ce moment, ils se battent les uns contre les autres en Irak. Cela montre à quel point la situation y est grave. La résistance en Irak est littéralement en train de les repousser hors du pays. Quelle est ta compréhension de la situation en Irak actuellement? Oui, c'est un changement énorme, vraiment énorme. Bien sûr, le gouvernement actuel, dirigé par le premier ministre soudani, n'est pas le plus radical ni le plus favorable à la résistance. Mais imaginez la stupidité des Américains. Attaquer une caserne officielle du ministère de la Défense, avec des militaires sur place, et tuer 13 officiers et soldats. Vous savez, il n'avait pas d'autre choix, en tant que premier ministre, que de céder à la pression des appareils militaires et sécuritaires de l'Irak. Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité nationale qui a autorisé les forces armées irakiennes, dans toutes leurs composantes, à défendre le pays et à répondre à toute attaque, d'où qu'elle vienne, contre le territoire de l'Irak et ses forces militaires. Et nous avons vu, en l'espace de quelques heures, d'immenses bombardements, des vagues frappant la dernière présence américaine et sioniste en Irak, dans ce qu'on appelle le Kurdistan irakien, autour de la région de la ville d'Erbil, vague après vague. Vous savez, les États-Unis avaient supplié pour que leurs forces situées dans le sud et l'est de l'Irak puissent partir.
et cela leur avait été permis. Et celles-ci étaient les dernières. Et il y a seulement quelques heures, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères d'Irak ont envoyé une lettre convoquant l'ambassadeur des États-Unis pour lui transmettre le message. C'est donc un changement majeur. Pour la première fois, l'Irak, à l'exception de la région collaborationniste du Kurdistan, a été libéré de toute présence étrangère sur son territoire. C'est considérable. Et voir aujourd'hui l'armée irakienne ou les formations de résistance en Irak bénéficier du soutien du gouvernement, pouvoir, disons, abattre des avions américains ou israéliens qui pourraient violer l'espace aérien irakien. Bien que l'Irak ne dispose pas de défense aérienne au sens traditionnel, nous avons vu qu'il est possible d'utiliser des missiles portatifs à longue portée pour détruire ces avions ravitailleurs. Et même si l'on ne parvient pas à abattre les avions de chasse, ces avions ravitailleurs sont indispensables pour survoler les régions d'Irak et permettre aux chasseurs attaquants de se ravitailler sur le chemin du retour. Sinon, ils tomberaient au milieu du désert. C'est pourquoi ce que nous observons en ce moment est très significatif. Et je veux dire quelque chose, probablement avant que nous ne passions au Liban. C'est aussi important que l'histoire que nous venons d'entendre à propos de l'ambassadeur des États-Unis à Bagdad. Au Liban, le ministre des Affaires étrangères collaborationniste, issu du parti fasciste suprémaciste chrétien, a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Beyrouth. Cela a désormais provoqué une crise au Liban. Le président de la Chambre, Berri, qui dirige le parti Amal, a appelé l'ambassadeur et lui a dit « Ne bougez pas », tout en exhortant le gouvernement à revenir sur une décision stupide. Nous avons également vu le mufti chiite du Liban rendre visite à l'ambassadeur et à l'ambassade pour manifester sa solidarité. Le gouvernement libanais, dans sa collaboration, a, je pense, franchi une ligne rouge. Il y aura d'énormes répercussions à la suite de ce qu'ils viennent de faire. Soit ils vont devoir se retirer de cette position pour se sauver, soit il y aura un effondrement total du gouvernement au Liban, puisqu'il n'y aura de toute façon plus d'autorité. Et une dernière chose à propos du Liban. La nuit dernière, des missiles sont tombés autour d'une base américaine non officielle dans le nord du pays, où les Américains programmaient et contrôlaient des drones menant des attaques dans la région. Selon l'armée libanaise, un missile intercepteur a touché un missile iranien se dirigeant soit vers Chypre, soit vers la Palestine occupée, et il aurait été abattu soit par les défenses aériennes israéliennes en Palestine occupée, soit par des corvettes ou des destroyers en Méditerranée appartenant à un État membre de l'OTAN. Ce sont donc des événements très importants au Liban. Il est vraiment difficile de tout suivre. C'est une histoire en mouvement, cette guerre. Laith, l'autre question concernant le Liban est de savoir comment le Liban parvient, tu sais, à abattre des drones israéliens. J'ai vu des images, des gars portant un fusil sur l'épaule et touchant les drones. C'est incroyable de voir comment ils y arrivent. Quelle méthode utilisent-ils pour atteindre les drones venant d'Israël? Oui, donc ils utilisent ces missiles solaires portatifs. Certains sont iraniens, d'autres chinois, d'autres russes. Et ça fonctionne parce que tu vois le champ de bataille, la topographie du sud Liban est vraiment difficile. Ce n'est pas plat. Il y a des crevasses, des montées et des descentes, des collines, des montagnes et des vallées. Donc ces drones, surtout les drones d'attaque, doivent descendre plus bas pour mieux voir. Et cela les rend plus faciles à abattre avec un système anti-aérien portatif avancé. Et étant donné que les Israéliens ont déclaré des pertes au cours des 20 et quelques derniers jours de cette guerre, 26 jours maintenant,
Leurs pertes en Iran sont énormes en termes de drones. Leurs Hermès 900 et 450. On parle de centaines d'entre eux détruits au cours des 25 derniers jours en Iran et sur les champs de bataille de la région. Ils commencent donc maintenant à utiliser des versions plus anciennes et de moindre qualité, et il manque les drones plus grands qu'ils dirigeaient auparavant vers l'Iran, ceux qui pouvaient contrôler une plus grande partie du champ de bataille pour eux et leur offrir une meilleure vue de la situation. Ainsi, l'ensemble de leurs capacités se dégrade. Et comme nous l'avons vu en Iran, ce pays avait dissimulé une grande partie de ses défenses aériennes jusqu'à récemment. Désormais, à mesure que les capacités des États-Unis et d'Israël en matière de projection aérienne se détériorent, l'Iran déploie ses systèmes qui abattent les F-35 et d'autres appareils. Cela se produit également ici, au Liban. Plus cette guerre dure, et c'est là la stratégie ultime de l'axe de la résistance, plus les capacités des sionistes s'affaiblissent. Et une fois ce niveau atteint, comme nous le constatons actuellement, nous sommes au point d'abîme pour les capacités de l'Occident. Tout ce que l'Iran et l'axe de la résistance tirent sur la colonie sioniste ou la présence américaine atteint sa cible sans difficulté. Vous savez, nous avons deux États arabes dans le Golfe Persique, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui se combattaient avant le début de la guerre. Au Yémen, vous vous souvenez, l'Arabie saoudite a attaqué. Mais en ce moment, il semble, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, je ne sais pas à quel point tous ces rapports du New York Times et du Wall Street Journal sont exacts, qu'on dit que MBS, Mohammed Ben Salman, et MBZ, Mohammed Ben Zayed, soutiennent tous deux Donald Trump dans sa guerre contre l'Iran et veulent maintenir le cap, poursuivre la guerre. Quelle est votre interprétation? Que pensez-vous de ces rapports? Ont-ils un lien avec la réalité? Ces dirigeants sont-ils prêts pour une guerre totale contre l'Iran? Il y a une part de vérité dans ces rapports, en ce sens que lorsque vous avez un esclave à vos pieds et que vous, en tant que maître, faites quelque chose, l'esclave dit « oui, maître », encore « maître ». Ainsi, la famille Saoud ou la famille Zayed ne sont pas des souverains. Ils n'ont pas leur mot à dire sur ce qui se passe. Leur argent n'est pas vraiment le leur. Il est dans des banques américaines, israéliennes et britanniques. Et ce sont les puissances coloniales et impériales qui décident de ce que fait cet argent. On jette quelques miettes à l'esclave de maison, la famille Saoud, censée maintenir les fiers peuples arabes sous l'oppression de cette secte wahhabite, les empêchant de se développer grâce aux milliards de dollars découverts grâce au pétrole. Voilà le rôle de la famille Saoud ou de la famille Zayed. Ce ne sont que les esclaves de maison chargés de maintenir la population locale sous contrôle, à qui l'on donne juste assez d'argent pour dépenser, pour avoir littéralement l'apparence d'un proxénète. Oui, le proxénète, tu vois, l'archétype de ce qu'une personne arabe est censée être. Et donc, ils sont drogués, on leur envoie toutes ces prostituées et des enfants enlevés pour participer aux îles à la Epstein qu'ils possèdent à l'intérieur de Dubaï et de Riyad. J'ai vécu à Riyad, d'ailleurs. J'y ai vécu et je sais ce qui s'y passait. Mon père l'a vu de ses propres yeux. J'étais un enfant pendant la majeure partie de mon adolescence, mais nous connaissons les histoires. Ce que tu as vu dans les dossiers Epstein est la norme à l'intérieur des palais de la famille Saoud. Alors oui, ils acclament le maître qui leur a donné tous ses privilèges et les a maintenus à la tête de toute la région pendant 80 ans. Pour faire sur tout ce qu'il met d'espèce. Ont-ils réellement leur mot à dire? Ont-ils du pouvoir? Leur argent est-il dépensé pour cette guerre? Bien sûr, leur argent finance l'oppression des peuples arabes et musulmans depuis 80 ans.
depuis qu'ils ont été désignés comme les dirigeants illégitimes de cette région. Alors oui, l'Iran doit frapper ses vassaux, ses esclaves de maison, non pas parce qu'ils représentent une menace pour l'Iran, mais parce qu'il est nécessaire que ces esclaves de maison brûlent avec le maître afin que nos peuples puissent atteindre la liberté, se libérer de l'esclavage, de la domination sioniste et impérialiste, pour libérer les peuples de la péninsule arabique. L'Iran doit attaquer ces familles royales et les effacer de l'existence, tout comme l'Occident a assassiné des familles et anéanti des tribus entières dans ses visées génocidaires dans la région. Je pense que nous avons appris du ministère iranien des Affaires étrangères qu'il dispose de preuves montrant de quel pays provenaient ces missiles Tomahawk. Ceux utilisés pour attaquer cette école primaire en Iran, où environ 168 ou 180 enfants ont été tués. Et je pense que l'Iran sait qu'il s'agit d'une guerre de longue durée. Depuis hier, Donald Trump essaie de modifier la rhétorique. Il a déclaré lundi qu'il négociait en coulisses. Ce sont des mensonges. Il essaie de diffuser de la désinformation pour en tirer un avantage sur le marché, mais cela ne change rien à la réalité de la région. But it doesn't change the reality for the region. I think these Arab states are somehow, Je pense que ces États arabes sont, tu sais, vraiment dans le déni. Je ne sais pas. On leur a dit, Laith, selon certains rapports, qu'avant le début de cette guerre, elle serait terminée en 4 jours. C'est ce que les États-Unis leur ont dit. Et je pense que si ces rapports provenant du ministère iranien des Affaires étrangères sont vrais, nous allons assister à une sorte de conflit dans le golfe Persique entre l'Iran et ses États arabes. Ils ne seront plus en sécurité s'ils laissent les États-Unis utiliser leur territoire pour attaquer les Iraniens et tuer des civils. Oui, je veux dire, il n'y a aucun moyen d'éviter le changement tectonique qui a commencé le 7 octobre, n'est-ce pas? Nous arrivons enfin à la phase finale de cette guerre. Depuis le 7 octobre 2023, il n'y a eu que 2 voies possibles. Soit la colonie sioniste cesse d'exister et les peuples de la région sont libérés de cette guerre centenaire, soit les Palestiniens, tous, doivent être exterminés, et tous les peuples arabes et musulmans complètement réduits en esclavage. D'accord? C'est là où nous en sommes. Nous sommes à ce stade où il n'y avait pas de 3e option depuis le 7 octobre, et beaucoup de gens n'ont pas reconnu cette réalité. Et bien sûr, ceux qui ont conçu le 7 octobre comprenaient clairement ce qu'ils faisaient et ce qu'ils mettaient en mouvement. Que leurs âmes reposent en paix. Ce qui se trouve devant nous, c'est une guerre existentielle où près de 2 milliards de personnes doivent décider. Vont-elles être esclaves? Et l'Occident doit décider s'il va maintenir sa tentative d'asservir les peuples musulmans à travers l'existence de cette colonie sioniste qui divise toute la région et la profondeur des peuples arabes et musulmans, n'est-ce pas? Et une chose que nous devrions noter, si nous regardons les missiles que l'Iran a tirés au cours des 26 derniers jours, nous remarquerions que ces 4 derniers jours, il y a eu un changement majeur. Les missiles iraniens ne sont plus dirigés vers Bahreïn, les Émirats et le Qatar, mais vers le cœur de la présence américaine en Jordanie, dans la colonie sioniste et dans les régions saoudiennes. Cela signifie, tout d'abord, que le Qatar ne subit pratiquement plus d'attaques. C'est parce qu'il a supplié et empêché les Américains d'utiliser son territoire. Il n'y a plus d'attaques venant de l'intérieur du Qatar et il a également cessé ses attaques de propagande après que l'Iran a menacé de frapper Al Jazeera. D'accord? Quant aux Émirats, au Koweït et à Bahreïn, eh bien à Bahreïn et aux Émirats, il ne reste plus grand-chose de la présence américaine. C'est le Koweït qui a été le plus touché au cours des dernières 24 heures, avec les Saoudiens, les Jordaniens et les Israéliens.
Et cela montre que les objectifs de l'Iran atteignent leur but. Tout ce dont nous avons parlé en Irak, c'est un autre signe que les États-Unis trouveront impossible de lancer une invasion terrestre de l'Iran sans entrer en guerre avec l'Irak. Et tout cela va conduire à l'effondrement de pays comme le Koweït, où les élites s'enfuient, ou les Émirats, ou Bahreïn, ou le Qatar. Tous, leurs élites ont fui. Ainsi, la fin de cette guerre va changer le visage de la politique internationale et du système. Voilà où nous en sommes. Nate, il y a des vidéos non confirmées montrant des milliers de Koweïtiens fuyant vers l'Arabie saoudite après la fuite de la famille royale et des émirs koweïtiens. Voici les images. Quelqu'un parle en arabe. Tu pourrais comprendre en partie ce qui est dit. Ne viens pas ici. Ne viens pas, regarde tout ce trafic. Nous avons passé toute la journée et maintenant toute la nuit à essayer de franchir la frontière. C'est la frontière avec l'Arabie saoudite. We spent all day and now it's all night trying to go through the border. This is the border with Saudi Arabia. Okay. Yeah. So there's similar scenes on the border with Iraq. Des scènes similaires se déroulent à la frontière avec l'Irak. Quelle que soit la direction la plus proche, les gens partent en voiture et s'en vont. Ce n'est pas seulement la famille royale. Le Koweït est en réalité une cité-État découpée de l'Irak par les Britanniques afin d'isoler le pétrole et le gaz du pays sans avoir une grande population pour les consommer. De cette manière, on peut avoir un émir que l'on peut manipuler et dont on peut prendre l'argent, car il en aura énormément et pas assez de population pour le dépenser. C'est ainsi que le Koweït a été créé. Et nous y voilà. Le Koweït en tant que cité-État s'est immédiatement effondré. Bahreïn s'est effondré. Les Émirats se sont effondrés. Le Qatar, la seule chose qui les maintient en vie en ce moment, c'est que l'Iran ne les attaque pas. Donc, toute la carte de la région va changer. Je pense que dans la semaine à venir, à mesure que cette guerre passera à la prochaine étape, le pays à surveiller pour un effondrement, c'est la Jordanie. Et si le régime jordanien s'effondre, des hordes d'Arabes et de musulmans déferleront à travers la plus longue frontière avec la Palestine, et la situation sera totalement différente. Nous entrerons alors dans une nouvelle phase de cette guerre. Laith, tu as mentionné l'invasion terrestre de l'Iran, et je pense vraiment que c'est totalement délirant. Je ne sais pas quel est le plan derrière tout ça, quel est l'agenda, parce que si tu regardes les médias traditionnels, ils ne parlent que de cette prétendue invasion terrestre de l'Iran. Comment pourrait-il faire ça avec 12 000 soldats? C'est juste délirant. C'est incroyable ce qui se passe. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse même y songer. Mais nous savons que les personnes qui dirigent l'administration aux États-Unis ne sont pas rationnelles. Et l'Iran a déclaré « Nous sommes prêts, nous ferons face à cela ». D'après ce que je comprends, les Libanais, le Hezbollah en particulier, ont beaucoup d'expérience sur le champ de bataille. Alors, quelle est ta compréhension d'une invasion terrestre? Que ce soit sur l'une de ces îles ou une véritable incursion en Iran par les Américains. D'accord. Donc si l'on regarde la carte de l'Iran et la diversité ethnique, ou peu importe comment on l'appelle, la diversité linguistique qui s'y trouve, je déteste les termes ethnicité ou race. Ils n'existent pas. Ce ne sont que des cultures fondées sur la langue. Et nous sommes tous métissés. Nous sommes tous des êtres humains. Nous venons du même père et de la même mère. Mais si l'on regarde la carte, il n'y a que 3 endroits qui soient logiques pour une attaque des États-Unis. L'un d'eux est bien sûr le sud-ouest, la région du Khouzistan, proche du Koweït,
et les îles qui s'y trouvent, mais surtout les plaines, les zones inondables, la partie sud des plaines inondables du bassin de l'Euphrate et du Tigre qui se trouvent à l'intérieur de l'Iran. Et, vous savez, c'est ici que Saddam Hussein a attaqué l'Iran en 1981. Bien sûr, il disposait de millions de soldats à envoyer, et il en a effectivement envoyé des millions. Mais il s'est enlisé dans ces plaines inondables pendant la majeure partie de la guerre, et l'Irak a perdu environ 1 million de soldats au cours de cette guerre de 10 ans contre l'Iran. Alors, que vont faire les États-Unis différemment? Parce qu'une fois que vous entrez dans ces basses terres, les zones plates de cette région au sommet du golfe Persique, vous vous retrouvez face à des montagnes qui vous dominent, d'où tout peut s'abattre sur vous depuis chaque crevasse et chaque grotte, et ainsi de suite. Il est impossible de détruire tout ce qui se trouve là-haut dans ces montagnes. Donc, c'est une mission suicide. Et l'île dont il parle se trouve sur la côte de cette région. Donc, ce serait également une mission suicide que d'essayer de capturer l'une de ces îles situées dans la partie nord du golfe Persique. L'autre emplacement possible serait une attaque depuis le Kurdistan irakien, en raison de la présence de toutes ces milices kurdes, les Contras, qui sont sur la liste de paix du Mossad et de la CIA depuis les années 1940. Et comme nous l'avons vu au cours de la dernière semaine, l'Iran et la résistance irakienne ont pilonné sans relâche les points de rassemblement de ces Contras kurdes, ainsi que la présence américaine et israélienne dans tout le Kurdistan irakien. C'est donc aussi une possibilité vouée à l'échec. Le troisième emplacement possible se trouve au Pakistan, en passant par le Baloutchistan. Et oui, au début de la frontière, c'est le désert, mais ensuite, il y a d'immenses montagnes qui forment une ligne défensive capable de détruire et de menacer toute force d'invasion venant de là. Il est donc impossible d'obtenir quoi que ce soit avec le petit nombre d'hommes que les Américains proposent, et même avec de grandes forces, comme les Irakiens l'ont tenté. Ces forces d'invasion seront donc anéanties. Et je pense que, puisque l'Irak a désormais déclaré la guerre aux Américains, s'ils essaient de faire quoi que ce soit, les forces américaines devront affronter la résistance irakienne dans le sud de l'Irak si elles tentent d'envahir l'Iran par cette direction. Je pense que ce qui serait significatif à long terme, c'est, vous avez mentionné la situation en Irak. Nous savons qu'ils vendent leur pétrole, mais les dollars vont aux États-Unis, puis les États-Unis remettent l'argent au gouvernement irakien. Je pense que s'ils commencent à vendre ce pétrole en yuan, dans une nouvelle monnaie, comme ce que l'Iran essaye de faire dans le détroit d'Ormuz, ce serait un changement énorme de leur part. Parce que pendant si longtemps, les Américains contrôlaient toutes ces installations pétrolières en Irak. En Syrie, par exemple, l'une des principales raisons de la chute du gouvernement de Bachar al-Assad était le contrôle que les États-Unis exerçaient sur les ressources, les installations pétrolières en Syrie. Comment voyez-vous cela se produire? Le calcul de la part des gouvernements de la région, essentiellement des gouvernements qui sont d'une manière ou d'une autre liés à des actes de résistance. Eh bien oui, nous avons vu, bien sûr, des attaques contre des entreprises américaines et britanniques qui contrôlent une grande partie du pétrole dans le sud de l'Irak. Donc, elles sont actuellement à l'arrêt. Et nous avons vu le régime Barzani au Kurdistan irakien fermer les oléoducs menant vers la Turquie. Et cela pour leurs propres raisons, pas parce qu'ils soutiennent l'axe de la résistance. Mais cela, vous savez, a retiré toutes les exportations du nord de l'Irak du marché. C'est donc une partie de ce qui s'ajoute au problème. Les Américains ont retiré toutes leurs troupes d'Irak vers la Turquie, la Syrie et la Jordanie. C'est donc maintenant leur deuxième ligne défensive, après avoir abandonné leur première ligne défensive en Irak.
once they abandoned their first defensive lines in Iraq. As we saw over the last 24 hours, Et comme nous l'avons vu au cours des dernières 24 heures, les positions américaines dans la région de Hasakeh, au nord-est de la Syrie, ainsi que les bases d'occupation autour de Damas, car les Américains ont occupé l'aéroport militaire de Mez, à l'extérieur de Damas, après la chute du gouvernement Assad, et y ont même installé des systèmes de défense aérienne qu'ils avaient retirés de Hasakeh, ont également été détruites et sont sous attaque. Donc, très bientôt, à mesure que cette guerre évolue, je pense que d'ici vendredi, nous entrerons dans une nouvelle phase, à cause de la stupidité de Trump, où des forces terrestres seront engagées. Et cela déclenchera la mobilisation des forces terrestres de l'axe de la résistance présentes en Irak, y compris près de 40 000 anciens soldats syriens avec leurs chars et véhicules blindés, qui se trouvent actuellement en Irak et se dirigeront vers des zones comme la Syrie et la Jordanie. De même, les forces armées syriennes qui se sont enfuies sous les bombardements en janvier 2024 et qui se trouvent maintenant au Liban seront réactivées. C'est ce que je pense qu'il se passera si les États-Unis sont assez stupides pour déclencher des guerres terrestres. Jusqu'à présent, tout s'est déroulé dans les airs. Missiles et drones contre avions de chasse et missiles de croisière. Une fois au sol, les choses vont complètement changer. Et les États-Unis n'ont pas les effectifs nécessaires ici. La plupart de ces armées en Jordanie et dans les pays du Golfe n'ont jamais mené de guerre terrestre. Ce sont tous des lâches. La seule force dont il faut vraiment se méfier, ce sont les escadrons de la mort wahhabites. Mais ces escadrons de la mort ont été mobilisés pendant la guerre en Syrie et il n'y en a que 40 ou 50 000 sous le commandement d'Al-Julani à Damas. Ainsi, la guerre terrestre va redessiner toutes les frontières de la région si elle est déclenchée par Trump. Et il semble bien qu'elle le sera. Laith, comment attends-tu à ce que la Syrie, la résistance en Syrie, réagissent? Parce que nous avons appris depuis le début de la guerre qu'ils essayaient d'impliquer le quartier général du HTS dans la guerre contre le Liban, contre le Hezbollah. Mais, avec le temps, comment vois-tu la situation en Syrie? Se déstabiliser ou d'une certaine manière s'améliorer? C'est bien plus difficile pour les États-Unis, dont nous savons qu'ils soutiennent Al-Julani en Syrie, de gérer cela. Oui. Donc, les escadrons de la mort de Julani ont essayé à plusieurs reprises d'aider les sionistes au Liban. Il y a un front dans les fermes de Sheba, qui constitue le point le plus reculé du sud-Liban, à la frontière orientale, juste à l'ombre du mont Hermon et du plateau du Golan, où le HTS a été introduit par les sionistes à travers le Golan occupé pour affronter la Jama'a Islamiyya. Ce groupe islamique, d'ailleurs, est un groupe de résistance sunnite combattant dans les fermes de Sheba. Et les fermes de Sheba sont une zone sunnite. C'est donc là qu'ils sont utilisés pour tenter de vaincre la résistance sunnite dans le sud-Liban, ainsi que dans les tentatives qui ont eu lieu au nord de la région de Damas et en face dans les montagnes du Kalamoun. Et encore une fois, les forces spéciales, les foulards rouges du HTS, ont été anéantis lors de cette bataille. Cela ne veut pas dire qu'elles pourront faire beaucoup plus. Elles peuvent semer des troubles à la frontière du Liban, mais pas bien au-delà. Elles sont tellement dispersées, devant se défendre contre une éventuelle attaque venant d'Irak, ainsi que du nord et de l'est du Liban. Donc, étant aussi étalées, je ne pense pas qu'elles seront capables d'apporter un véritable changement dans la bataille au Liban. Et si une guerre terrestre totale est lancée dans la région de l'Irak, je pense qu'elles seront occupées à défendre leur flanc est. Une partie de cette guerre, Laith,
concerne les opérations sous fausse bannière que nous avons vues jusqu'à présent, contre l'Azerbaïdjan, puis la Turquie, puis Oman. Les Iraniens ont déclaré qu'ils n'avaient pas attaqué la Turquie ni Oman. Ce sont des opérations sous fausse bannière menées par les Israéliens pour semer le chaos dans la région. Mais ce qui est vraiment important, c'est la possibilité qu'Israël bombarde l'Iran ou mène une opération sous fausse bannière à la mosquée Al-Aqsa, qui revêt une importance profonde pour tous dans la région. Ce n'est pas quelque chose que les gens ignoreraient, minimiseraient ou mettraient de côté comme un simple épisode du conflit. Ce serait énorme s'ils faisaient cela, car nous savons qu'il existe en Israël un projet de construction du troisième temple. Quelle est ta compréhension de la situation si les choses évoluent ainsi et qu'Israël s'engage dans cette direction? Well, as a media and propaganda expert, Eh bien, en tant qu'expert des médias et de la propagande, je pense qu'il faut reconnaître dès maintenant que les sionistes et les impérialistes ont complètement perdu la guerre de propagande. En fait, leur défaite sur ce champ de bataille a été historique du point de vue du développement humain. Il n'y a personne sur cette planète aujourd'hui qui ne voit les sionistes et l'Empire américain comme la classe Epstein, comme le mâle pédophile et cannibale d'enfants. Le mot « mâle » lui-même est désormais normalisé quand on parle de cela. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ainsi, les opérations sous faux drapeau n'ont plus vraiment d'importance, car plus personne n'a de sympathie pour cette classe cannibale et pédophile sur la planète. this cannibalistic pedophilic class on the planet. So when we think about it, Donc, quand on y réfléchit, que ce soit une opération sous faux drapeau ou non, cela n'a pas vraiment d'importance. Ces attaques contre Oman, ou la Turquie, ou même cette attaque contre ces stupides ambulances du groupe suprémaciste juif au Royaume-Uni, ne vont susciter aucune sympathie pour les sionistes ou les Américains. De même, elles ne vont pas modifier les objectifs ou les positions des gouvernements de Turquie, d'Oman ou du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, par exemple, est déjà impliqué dans cette guerre. Il ment, il met à disposition toutes ses bases et ses munitions pour armer les Américains, alors qu'il mène ses bombardements à longue portée contre l'Iran. Et ses bases à Chypre espionnent toute la région et bombardent en réalité le Liban et la Palestine. Donc, c'est entièrement impliqué. Disons que cette attaque contre les ambulances, est-ce que cela changera la position du Royaume-Uni et les fera entrer dans une guerre à laquelle ils participent déjà? Non. Est-ce que cela changera l'opinion des citoyens britanniques? Non, parce que les citoyens britanniques détestent déjà Israël et détestent les États-Unis. Rien ne changera cela. Et tout ce qui vient des impérialistes et des sionistes, tout le monde y met désormais un point d'interrogation. Personne ne croit plus rien de ce qui sort de leur bouche. Donc d'une certaine manière, si ce sont des opérations sous faux drapeau, les attaques contre, vous savez, les positions de l'OTAN en Turquie ou les positions américaines à Oman, eh bien c'est un but contre leur camp. En réalité, vous avez aidé l'Iran en détruisant quelque chose, et cela ne changera pas la position du gouvernement turc ni celle du public turc. D'accord, cela est déjà réglé. Donc c'est une chose. En fait, peut-être qu'après cette guerre, nous découvrirons que l'Iran a bien attaqué ses positions parce que c'était important, par exemple, pour sa défense. Mais vous voyez, à ce stade, ça n'a plus d'importance, car pour le monde entier, il faudra 30 ou 40 ans avant qu'une nouvelle génération puisse être manipulée par la propagande occidentale et sioniste. Et les sionistes en Occident n'ont pas le temps pour cela. C'est pourquoi leurs propres propagandistes abandonnent et deviennent de plus en plus immondes. C'est pour cela que leur propre président et leur ministre de la guerre parlent comme des fous, parce qu'ils s'en fichent complètement maintenant. D'accord, donc, parce qu'ils les ont perdus. Et des attaques contre Al-Aqsa pourraient avoir lieu. Est-ce que cela va pousser les populations sunnites du monde à blâmer l'Iran? Bien sûr que non. Bien sûr que non.
En réalité, cela va enflammer le sang de tous les musulmans pour qu'ils cherchent à se venger d'Al-Aqsa. Des sionistes, des Saoudiens, des Émiratis qui laissent cela se produire, qui y dépensent leur argent. Regardez ces vidéos dans la twittosphère saoudienne. Si vous y allez, vous verrez des gens critiquer la famille Saoud, contrairement à avant. La famille saoudienne elle-même est incapable de suivre le rythme des emprisonnements, car elle mène une guerre au nom des sionistes contre l'Iran. Elle n'arrive même pas à contrôler ses propres réseaux sociaux, ni à emprisonner en masse le nombre de personnes qui critiquent les changements tectoniques en Égypte. La twittosphère égyptienne produit une propagande, une comédie et d'autres formes d'art d'un niveau exceptionnel, se moquant des Saoudiens et de tous ceux qui abritent des bases américaines. Le monde a changé. Le monde a changé. Si les sionistes commettent l'erreur d'attaquer la mosquée Al-Aqsa, cela fera descendre dans la rue des centaines de millions de personnes, sans leur gouvernement, pour venir dévorer les sionistes au nom de l'humanité. Thank you so much, Laith. And Merci beaucoup, Laith. Tu nous tiens informés de ce qui se passe au Liban et nous soutenons tous ton travail. Rendez-vous sur freepalestine.video et soutenez ce que fait Laith. C'est tellement important de le soutenir, car il est là-bas seul et personne d'autre n'est capable de faire ce que fait Laith. C'est important. Merci beaucoup, Laith. Thank you so much, Laith. Merci beaucoup, Nima. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.